merci à toi qui m'as demandé quel était le point de vue de la psychologie sur l'homophobie, comment la psychologie peut expliquer l'homophobie. Merci de ta patience parce qu'effectivement, il a fallu que j'occupe un certain nombre de mes soirées pour creuser la question. Et comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai fait d'abord un détour pour poser les bases de comment l'homosexualité a été expliquée, comprise, perçue par la société dans son ensemble, mais aussi par le monde de la psychologie depuis la fin des années 1800, même si sur certains points je remonte un petit peu avant ça encore. Maintenant que ça s'est posé, je peux enfin répondre à la question. Je pars sur deux axes. D'abord, je vais vous présenter la version de la psychanalyse, comment le monde psychanalytique analyse l'homophobie, et puis après d'un point de vue scientifique, parce que ce sont deux mondes qui se complètent, mais qui partent dans des directions un petit peu différentes. Donc tout d'abord, dans une lecture psychanalytique. Pour la psychanalyse, l'homophobie, ce n'est pas que le produit d'une culture ou d'une religion, ça prend vraiment racine dans le rapport que l'individu a à son propre désir, à ses identifications, et aussi à toutes les angoisses que ces zones de désir peuvent réactiver. Et on peut le comprendre à partir de trois grands axes qui se complètent et ou pas. Il y a d'abord la partie tout ce qui est le sexuel infantile, il y a tout ce qui est angoisse identitaire, et puis tout ce qui est défense contre le désir. Donc pour ce qui est le sexuel infantile, je rappelle quand même que d'un point de vue psychanalytique, si l'on en croit Freud, la bisexualité psychique, ça fait partie du développement normal de tout être humain. Dès l'enfance, même peut-être même in utero, nous sommes psychiquement bisexuels, ce qui fait que les hommes et les femmes, au cours de leur vie, traversent des identifications différentes et multiples, il y a différentes curiosités, et il y a aussi des excitations qui sont indifférenciées. Et une fois à l'âge adulte, quand il y a des éléments qui n'ont pas été élaborés, pas été symbolisés ou pas été tolérés dans l'enfance, alors ça reste des zones vraiment très opaques et très effrayantes. Autrement dit, si quand vous êtes petit, on vous apprend que l'homosexualité c'est mal, effectivement c'est quelque chose qui va vous faire peur et qui va que vous avez tendance à rejeter chez les autres, mais aussi chez vous-même. Ce qui fait qu'une fois à l'âge adulte, dès qu'on rencontre quelqu'un qui assume une sexualité différente, ça va réveiller cette zone du refoulé et ça peut provoquer une réaction très violente. L'axe de travail numéro 2, c'est tout ce qui est angoisse identitaire. En gros, si l'autre existe comme ça, moi, qu'est-ce que je suis? Qui je suis dans tout ça? Vraiment, l'homosexualité, lorsqu'elle est visible et assumée par l'autre, l'autre avec un grand A, ça peut venir toucher, ça peut, pas toujours, mais ça peut parfois venir toucher une fragilité qu'on appelle narcissique, c'est-à-dire que si moi je construis mon identité sur des repères rigides, effectivement, voilà, je dis ça c'est masculin, ça c'est féminin, ça c'est comme ça qu'est la famille, ça c'est comme ça qu'est la règle, voilà comment on doit faire, voilà la norme. Alors quand je rencontre quelqu'un qui a des repères différents, qui vit les choses différemment, ça vient vraiment ébranler mes fondations, mes certitudes, ça ébranle mon unité narcissique, ça crée de la confusion interne, et en fait, qui dit confusion, dit angoisse, toutes mes angoisses primitives, tout ce sur quoi mon château de cartes a été élaboré pour me rassurer, commence à s'effriter et s'effondrer. Du coup, quelle est la réaction automatique de mon ego? C'est de rejeter ce qui m'embête. Si je me dis l'autre a tort, je vais l'exclure, c'est lui qui ne se comporte pas comme il le faudrait, c'est lui qui n'est pas normal. Alors ça permet de réparer ma crise identitaire, ça permet de me rassurer en me disant bon, c'est pas mon monde intérieur qui est un château de cartes et qui n'a pas de vraie fondation, c'est l'autre le problème, donc ouf, je peux mettre un beau vernis pour réparer les fissures et faire comme si tout allait bien. Enfin, le troisième point, encore une fois, vous avez bien compris, les trois points ne sont pas forcément tous ensemble, mais ils peuvent l'être, mais sinon ils peuvent apparaître soit l'un, soit l'autre, pour un comportement ouvertement homophobe ou internalisé d'ailleurs. Le troisième point, c'est tout ce qui est défense contre le désir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est classique en psychanalyse. Hein. On part du principe qu'un individu est poussé par ses pulsions
Or, le fait de ressentir de la haine contre l'homosexualité, ça peut être une défense contre des pulsions que je n'arrive pas à me représenter et que je n'arrive pas à assumer. Ça ne veut pas dire que je dois céder à la pulsion, mais au moins reconnaître que j'en ai une, c'est tout de même une base et une preuve de maturité élémentaire. Dans ce contexte-là, quand justement j'ai une pulsion qui me semble totalement, d'un point de vue inconscient, totalement inacceptable, à ce moment-là, je me protège par une réaction de haine et de rejet. Déjà, la première chose dans ce mécanisme, dans ces mécanismes, le premier qui ressort surtout, c'est le mécanisme de projection. C'est-à-dire que si quand je rencontre une personne homosexuelle, je ressens immédiatement de la haine, peut-être que c'est parce que j'attribue à cette personne un désir que je ne peux pas reconnaître en moi-même. C'est pas forcément un désir homosexuel très clair. Ça peut être de la tendresse, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être un besoin de reconnaissance qui vient d'un homme si je suis un homme, ou qui vient d'une femme si je suis une femme. Ça peut être une excitation floue, c'est pas forcément quelque chose de très gai, très, très officiellement gai et reconnaissable par moi-même tel quel. C'est des zones qui sont un petit peu floues, un petit peu dangereuses, ou en tout cas que mon inconscient estime interdites ou dangereuses. Et du coup, la projection, c'est un moyen de rejeter cet inconfort et ce danger sur quelqu'un d'autre. Ce que je combats chez cette personne homosexuelle, c'est ce que je ne m'autorise pas à penser en moi. Chez certaines personnes, la violence homophobe, c'est aussi une tentative assez primaire de mettre à la distance, mettre de la distance avec une angoisse que je n'arrive même pas à matérialiser, à penser, à construire psychiquement. Ça permet de contenir un conflit inconscient. Ça peut être aussi un moyen de se défendre quand on a eu un vécu internalisé de confusion ou de menace. Du coup, la haine, ça devient une espèce de pare-feu, voilà. Ça devient un par-excitation, ça tient l'angoisse à distance en la projetant sur un groupe identifié comme dangereux et surtout un groupe extérieur, loin de moi. Je vois chez l'autre tout ce que je ne reconnais pas en moi et je grossis ses traits pour bien me rassurer et me rassurer vis-à-vis du regard extérieur en disant vous voyez bien que ces gens-là ne sont pas comme moi. Ça me permet vraiment de mettre cette angoisse à distance et surtout de me rassurer moi-même quant à ma valeur. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue le rôle du surmoi, parce qu'effectivement, le regard extérieur est extrêmement important. Le surmoi, il peut être culturel, il peut être familial, il peut être religieux aussi. Le surmoi social, il détermine vraiment ce qui est autorisé ou interdit de manière très manichéenne, c'est ça et c'est pas ça. Et quand ce surmoi, il valorise une certaine image de la virilité, de la reproduction, que c'est comme ça qu'une famille doit être, il y a un papa et une maman, il y a une conformité telle qu'elle est définie de manière extrêmement stricte, alors dans ces cas-là, le surmoi individuel, il peut devenir extrêmement cruel parce que lui, le surmoi individuel, il doit faire avec le surmoi de la société qui est encore au-dessus. Et donc, pour nous contraindre à rentrer dans la bonne case, on devient envers soi-même cruel, envers soi-même très persécutant, et persécuteur d'ailleurs. Du coup, l'homophobie, c'est dans ce cas-là un moyen d'être du bon côté du surmoi. Je hais l'autre pour pouvoir m'éviter de me sentir trop coupable et d'être trop méchant, trop critique envers moi-même. Donc pour conclure, d'un point de vue psychanalytique, l'homophobie, on peut dire que c'est une défense contre ce qui n'a pas été symbolisé correctement dans l'enfance. Ça peut être la sexualité de l'enfant, ça peut être les identifications dites précoces dans la plus tendre enfance. Du coup, la personne homosexuelle, ça devient le support de ma projection. Moi qui suis homophobe, pas pour de vrai bien sûr, mais si je me définis comme homophobe, alors je considère que l'homosexuel face à moi est une personne qui n'est pas acceptable parce qu'en fait, elle porte en elle-même l'image de mon désir, mon angoisse,
ou mon inquiétude, ma confusion, tout ce que je ne peux pas tolérer en moi-même. Du coup, ma haine, elle me permet surtout de préserver mon identité fragile et elle me permet de satisfaire le surmoi qui est un peu trop rigide et ne me permet pas d'exister tel qu'il est. Voilà pour la part psychanalytique. Je vous fais une petite liste des références que je suis allée retrouver. Si vous voulez vraiment avoir le détail de tout ça, je pourrais le faire dans une prochaine vidéo, mais là je vous cite juste les noms. Bien entendu, il y a du Freud, il y a du Mélanie Klein, il y a du Winnicott, Lacan, il y a aussi Green, qui est beaucoup plus récent, puisque là je suis basée sur des écrits qui datent plutôt des années 1980. Encore plus récemment, il y a eu La Planche, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui est vraiment une référence plus contemporaine. Et puis des personnes vraiment depuis les années 90 également. J'ai travaillé sur Rochefleisch, sur Béraud et Giromini, et puis sur Schilland, qui est, voilà, qui est là aussi une référence extrêmement intéressante. Je vous en parlerai plus si vous voulez, mais pas tout de suite. Il y a encore beaucoup à faire pour aujourd'hui. Je vais maintenant vous présenter ce que j'ai... la manière dont la science, les sciences, parce qu'en fait il y en a plusieurs, perçoivent aujourd'hui le problème de l'homophobie. Pour ça, on va se baser sur, bien entendu, les sciences sociales, mais pas que, sur aussi des sciences humaines. Donc on va parler bien sûr de psychologie sociale, hein, le monde psychologique, la psychologie sociale, la psychologie du développement, mais aussi les neurosciences sociales et la sociologie. Donc, pour le monde des sciences humaines et sociales, l'homophobie, c'est considéré comme un phénomène multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment elle est à l'interaction de différents facteurs. Il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs développementaux, il y a des facteurs cognitifs et puis des facteurs émotionnels. Donc, on distingue généralement 4 grands niveaux d'explication. Encore une fois, l'homophobie est à l'intersection de 1, 2, 3, 4 de ces points. Donc le premier point, c'est tout ce qui est facteurs culturels et sociaux. La littérature scientifique, elle montre que quand une société a des attitudes négatives envers une minorité sexuelle, souvent c'est parce qu'il y a des normes sociales extrêmement strictes et l'hétérosexualité est considérée comme étant la norme. Du coup, comme les rôles de genre sont extrêmement rigides et qu'il y a une tradition religieuse généralement très forte, on ne peut que constater que les attitudes homophobes deviennent de plus en plus fréquentes. On peut également voir que la socialisation est extrêmement importante dans le développement d'un processus homophobique. C'est-à-dire que quand on est petit enfant et qu'on entend des insultes homophobes, on l'intègre. On intègre très vite l'idée que l'homosexualité est déviante, peut être ridicule, peut être signe de faiblesse. Et en fait, on intègre toutes ces idées comme étant des normes implicites. Ça ne veut pas dire que nos parents nous ont dit l'homosexualité c'est mal, mais si on insulte de tapette quelqu'un et que c'est une petite, même si c'est dit sur un ton affectueux, soi-disant amusant, non, c'est pas amusant. Et en fait, on donne comme image à nos enfants que l'homosexualité est un problème. Donc ça, c'était les facteurs plutôt culturels, éducatifs, sociaux. Pour ce qui est des facteurs cognitifs, c'est-à-dire comment ça se passe dans la tête, au niveau vraiment cérébral. Il y a plusieurs études qui montrent que l'homophobie est liée à la peur du différent et aussi à une certaine rigidité cognitive. Donc la peur du différent, là je vous renvoie vraiment aux travaux de Stéphane et Stéphane qui ont travaillé sur la théorie de la menace intergroupe, entre groupes. Les individus ont tendance à se méfier des personnes ou des groupes qui sont perçus comme hommes hors normes, et ça active des circuits cognitifs qui sont précisément définis, identifiés aujourd'hui comme étant des circuits cognitifs liés à la menace, liés à l'insécurité, à l'impression que l'on est en danger. Donc en fait, le simple fait de rencontrer quelqu'un qui ne nous ressemble pas
le premier automatisme contre lequel on ne peut absolument pas lutter, c'est que dans notre cerveau, la différence est un danger potentiel. Et ça fonctionne au niveau individuel, ça fonctionne aussi au niveau de groupe. Le deuxième point, la rigidité cognitive, c'est qu'une personne qui a une préférence pour des règles très strictes et très fixes, qui a besoin d'une structure extrêmement cadrée et définie, qui a besoin en fait pour se sentir rassurée qu'il y ait le moins de flou, le moins d'ambiguïté possible, ben, cette personne-là, statistiquement, on sait qu'elle aura plus d'attitudes négatives envers des orientations sexuelles qui ne sont pas normées selon son groupe social. Donc voilà, là aussi, d'un point de vue purement statistique, on ne peut que constater que le mode de fonctionnement cérébral va de pair avec l'acceptation ou non de différences de comportements sexuels dans notre groupe ou dans les groupes que l'on peut observer. Le troisième facteur, après le culturel, après le cérébral, on va parler des facteurs émotionnels et psychologiques. Pour ça, il y a différentes choses et bon, j'essaye de vous le faire vite, j'espère que je suis assez claire, mais en tout cas, il y aurait vraiment de quoi parler encore pendant de nombreuses vidéos. Il y a un axe de travail qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'anxiété identitaire. C'est-à-dire que lorsqu'une personne perçoit son identité de genre comme fragile, alors l'homosexualité de l'autre peut être vécue comme une menace. Ça, c'est Bosson qui en a parlé, c'est assez récent, ça date de 2004-2005, ces travaux. Donc il y a l'anxiété identitaire, il y a aussi tout ce qui est stress et environnement familial. On se rend compte que dans les environnements familiaux très rigides, très punitifs et ou très anxieux, il y a vraiment une augmentation de la probabilité d'avoir des gestes ou des paroles homophobes. Les valeurs qui sont transmises et inculquées aux enfants, en fait, elles servent comme on dit, elles servent de boussole. Elles servent de boussole morale et en fait, elles sont défendues ensuite avec vigueur par l'enfant qui les a intégrées comme étant sa norme, qu'on lui ait transmises directement ou qu'il les ait interprétées comme ça. Et par la suite, il va les défendre, même dans le fond, il n'est pas spécialement d'accord avec cette norme. C'est sa norme familiale et il s'y tient. Le troisième point, c'est les mécanismes de défense. Comme je le disais aussi dans le contexte psychanalytique, mais là c'est prouvé par les sciences humaines, c'est que on peut réagir très négativement à tout ce qui réactive en nous nos peurs, nos confusions et aussi tout ce qui est les questions concernant notre sexualité auxquelles on n'a pas encore de réponse. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un désir refoulé, mais ça veut plutôt dire qu'il y a un conflit interne autour de l'identité de genre et autour de la norme. Le quatrième facteur, après tout ça, c'est les facteurs de personnalité. C'est-à-dire qu'il est prouvé qu'il y a un certain nombre de choses qui sont corrélées à des attitudes homophobes. Ça ne veut pas dire que s'il y a ça, alors on est homophobe, mais il y a quand même des points de convergence. Déjà, c'est la manière dont notre société est dirigée. Si on est dans un régime où la soumission à l'autorité est une règle importante, où le respect de règles très rigides est important, s'il y a de l'hostilité envers tous ceux qui ne sont pas dans la norme, en fait, on va dire, si on est dans un milieu très conservateur, très conservatiste, d'un point de vue social, alors on peut constater que l'homophobie a tendance à augmenter énormément dans ces milieux-là, ou du moins les preuves d'homophobie. De même avec la dominance sociale, c'est pas forcément au niveau politique, c'est aussi quand on a une préférence pour une société hiérarchique avec des groupes dominants-dominés. Et on constate que ces deux profils sont souvent associés à des attitudes homophobes beaucoup plus élevées dans ces sociétés-là. Enfin, la dernière chose qui est importante à garder à l'esprit concernant l'homophobie, c'est que c'est pas une opinion qui est consciente et c'est quelque chose qui est énormément, comment on dit, mince,
Tout ce qui est biais, voilà, qui est énormément corrélé à la manière dont on réagit ou non à nos biais implicites. C'est-à-dire que tous les individus qui disent: «Non, non, moi je suis pas homophobe», on peut constater quand même, que parfois ils ont des associations négatives automatiques, qu'ils ont des réactions émotionnelles de rejet face à une personne homosexuelle. En fait, ce sont des biais implicites qui sont appris très tôt, souvent même avant de rentrer à l'école, avant d'être vraiment sociabilisés. Donc, c'est vraiment des choses qui sont liées à la toute petite enfance. Et donc, loin d'être une opinion, là, ce sont vraiment des choses qui sont ancrées en nous par automatisme et par mimétisme. Donc, autrement dit, d'un point de vue scientifique, l'homophobie, ça résulte de l'interaction entre des normes culturelles, des structures cognitives, des anxiétés identitaires et des traits de personnalité. Donc, ce n'est pas que un phénomène individuel isolé, ce n'est pas que la volonté consciente d'un individu, c'est surtout le produit de toute la société, de tout ce qui a été mécanisme de socialisation de ce tout petit enfant qui est devenu un adulte. Donc ça vient de la société, ça vient aussi des mécanismes psychologiques de menace qui vont amplifier tout ça, le fait qu'on ait des rigidités cognitives et le fait qu'on soit capable ou non de gérer l'ambiguïté. Donc c'est vraiment à l'interaction entre la société, la manière dont notre cerveau est structuré, sachant que si on va un peu plus loin, notre cerveau il est structuré en fonction aussi de toutes nos expériences. Donc la société influence la manière dont notre cerveau est structuré. Et notre manière de gérer notre anxiété. Donc là aussi, comment la société, au sens très large ou au sens figure d'attachement principale, nos parents, nous ont aidés à gérer nous ont aidés à apprendre à gérer nos émotions. Et tout ça, ça donne des traits de personnalité qui s'expriment ou non dans un environnement sociétal. Donc en fait, c'est une question qui, je pense, mériterait d'être creusée encore plus, mais je ne suis pas une immense spécialiste. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de me pencher sur tout ce monde-là que je n'avais jamais envisagé sous cet angle. On a tendance à toujours penser du point de vue du monde psychologique, comment on a sauvé, entre guillemets, l'homosexualité en revoyant nos jugements et en permettant, grâce au soutien des organisations mondiales de la santé notamment, comme on a permis que l'homosexualité soit à nouveau considérée comme une norme parmi d'autres dans notre société d'aujourd'hui. Encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a tendance, en tant que psy, à un petit peu s'autocongratuler d'avoir aidé en ce sens, nous au sens très très large depuis 200 ans. Mais étudier la question sous l'angle du pourquoi de l'homophobie, j'ai trouvé que c'était une question, encore une fois, extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, et qui permet d'élargir, parce que, comme je le dis souvent, on n'est pas simplement un individu dont il faudrait comprendre le mécanisme psychologique, comprendre pourquoi on a développé ces modes de réactionnels, pourquoi on a développé cette manière de nous comporter en société. Il faut aussi faire un pas de côté et voir ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau plus global en réalité, parce que certes, on est un individu avec des responsabilités au sein de la société, mais la société a aussi beaucoup de responsabilités quant à la manière dont chacun des individus est traité. J'espère avoir été... Ah, je vous ai pas fait. Je voulais vous dire également la liste un petit peu des différentes références que j'ai utilisées pour tout ce qui est monde scientifique, vision du monde scientifique sur l'homophobie. Donc, je vous ai déjà cité Stéphane et Stéphane. Pour tout ce qui est normes sociales, j'ai regardé notamment les travaux de Herek et les travaux d'Adamsi. Pour tout ce qui est donc... oui, la théorie de la menace intergroupe, ça c'est Stéphane et Stéphane. Pour tout ce qui est rigidité cognitive, je vous renvoie aux travaux de Jost. Pour tout ce qui est anxiété identitaire, c'était super intéressant, ça c'est les travaux de Bosson. Et puis j'ai noté également Sidanius et Prato qui ont travaillé sur tout ce qui est dominance sociale, que je ne connaissais absolument pas. Ah oui, et aussi pour tout ce qui est société
l'hostilité envers les personnes qui ne rentrent pas dans la norme du conservatisme social ambiant. Là, c'est les travaux d'Altemeyer vers lesquels je vous renvoie. Voilà, cette fois j'ai fini, je m'arrête pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je développe vraiment plus mes sources en expliquant les théories des uns et des autres, je le ferai avec plaisir, mais 25 minutes de vidéo, c'est trop déjà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que c'était intéressant. Et à très bientôt. Bye bye.